Bonjour, c'est Myriam de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui vous permet d'écouter des livres audio, des créations omnisonores originales et des podcasts. Nous sommes très heureux de soutenir ce nouvel épisode de Les couilles sur la table, un podcast qui m'est devenu indispensable. Il me donne la possibilité de réfléchir et de débattre sur les clichés et mythes attachés à la masculinité et de redéfinir les relations entre les hommes et les femmes dans notre société actuelle. Je vous souhaite une bonne écoute. Binge. Les couilles sur la table, épisode 20. Dans cet épisode, on va parler de contraception masculine et du rôle que les hommes jouent ou ne jouent pas dans cette tâche qui consiste à éviter de tomber enceinte et de fabriquer des enfants quand on n'en a pas envie. On va parler de préservatifs, de vasectomie, des rapports entre la fertilité et la virilité, de la pilule pour hommes qu'on attend toujours et de pourquoi la contraception est toujours vue en France et dans plein d'autres pays comme une affaire de femmes. On va en parler avec Cécile Ventola. Bonjour. Bonjour. Cécile Ventola, vous avez longuement réfléchi à ces questions puisque vous leur avez consacré au moins 5 années de votre vie et une thèse. C'est ça. Un chiffre, en France, parmi les femmes qui sont exposées au risque de grossesse et qui n'ont pas envie de tomber enceinte, 70% ont recours à des méthodes féminines, c'est-à-dire la pilule ou le stérilet, et 15% ont recours au préservatif. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2012, j'étais stupéfaite de l'apprendre, il y a 40% des grossesses dans le monde qui n'ont pas été désirées. Et la moitié se sont terminées par un avortement, mais 40% par une naissance. Rappelons cette évidence, contrairement aux femmes, les hommes, eux, sont fertiles de l'adolescence à leur mort, de la puberté à leur mort, tous les jours, de toute l'année. Alors pourquoi la contraception est majoritairement prise en charge par les femmes ? Alors c'est une vaste question, évidemment. On va en parler pendant toute une demi-heure. Voilà. En tout cas, c'est évidemment. Enfin, la réponse la plus simple, ça serait de dire que c'est une construction sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est une construction sociale assez récente, finalement, dans l'histoire de la prévention des grossesses non désirées. Oui, à travers l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Non, alors ça n'a pas toujours été le cas. Et on peut même dater la féminisation, finalement, des responsabilités contraceptives à l'apparition des méthodes médicales de contraception. C'est-à-dire donc à l'apparition de la pilule contraceptive et à la diffusion des méthodes comme le dispositif intra-utérin, donc le stérilet, et des autres déclinaisons hormonales par la suite. Parce que, donc finalement, ce que montrent les travaux historiques, c'est que la baisse de la fertilité, enfin de la fécondité, pardon, la baisse de la fécondité qui s'est opérée au 19e siècle partout en Europe et un peu plus tôt en France, ne s'est pas faite évidemment grâce à ces méthodes qui sont apparues seulement dans les années 50, mais grâce à des méthodes qui étaient plutôt pilotées, on va dire, par les hommes. Donc finalement, la responsabilité de prévenir la grossesse avant les années 50-60 était majoritairement portée par les hommes. Oui, j'ai lu dans votre thèse que c'était même quelque chose qui se transmettait de père en fils. C'est ça, c'est une responsabilité donc sur ce qu'il fallait faire finalement pour réduire en tout cas le nombre de grossesses, parce qu'on parle de méthodes qui étaient un peu moins efficaces que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais grâce au retrait notamment, à l'abstinence périodique, mais c'est majoritairement le retrait en tout cas pour les études historiques en France, où effectivement c'était plutôt un père qui allait expliquer à son fils comment faire, et puis s'il y avait des grossesses trop précoces ou trop rapprochées, on allait assez mal regarder finalement l'homme qui en était responsable, l'homme qui les avait induites, parce que ça voulait dire qu'il n'avait pas su faire attention, qu'il n'avait pas su se maîtriser, et donc pas forcément les femmes. Par contre, c'était les femmes qui devaient gérer finalement les échecs de prévention. Quand ça marchait pas, c'était aux femmes de gérer l'avortement, et ça c'était vraiment une affaire de femmes depuis toujours. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon des méthodes actuelles de contraception masculine. Bon, alors il y a le préservatif masculin, c'est la méthode qui est la plus utilisée, c'est ça ? Oui, et la plus ancienne. Il y a aussi la vasectomie, qui est la stérilisation plus ou moins temporaire des hommes. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres méthodes vraiment très très minoritaires, comme le slip chauffant ou le RCT, le remont-de-couilles toulousain, on va en reparler, ou les injections, et c'est à peu près tout, en fait, ce qui existe, non ? C'est en tout cas tout ce qui peut être aujourd'hui prescrit ou utilisé sans... Oui, enfin, il va falloir couper ça, mais oui, en tout cas, ce sont les méthodes qui sont disponibles aujourd'hui, oui, qui sont sur le marché ou qui sont accessibles. Qu'est-ce qu'on sait des attitudes des hommes face à la contraception ? Qu'est-ce que révèlent les enquêtes d'opinion sur ces questions-là ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la contraception. Il y a des enquêtes, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur, par exemple, l'acceptabilité potentielle d'une pilule masculine. Alors ? Ça a vraiment mobilisé, on va dire, les enquêtes. Et toutes les enquêtes montrent que dans leur majorité, donc ça va de 60% à beaucoup plus, les hommes seraient
théoriquement partant pour prendre une pilule masculine. Les femmes seraient aussi d'accord pour que cette responsabilité incombe à leur partenaire. Mais on est dans des enquêtes qui sont de l'ordre de la déclaration, finalement. On ne regarde pas ce qui se passe quand on met effectivement cette contraception à disposition des hommes. On leur demande si un jour ça existait. Voilà. Si jamais, donc on ne peut pas forcément en tirer beaucoup de choses, si ce n'est qu'on a quand même, en tout cas, une norme, si norme sociale il y a, c'est plutôt une norme qui aurait tendance à encourager les hommes à dire oui, bien sûr, pas de problème. Donc c'est intéressant aussi de constater ça. Donc ça, c'est pour la pilule masculine. Après, si on regarde, il y a plusieurs manières en fait de regarder le rapport des hommes à la contraception. Il y a comment est-ce qu'ils se situent, positionnent vis-à-vis des méthodes masculines qui sont disponibles, donc la vasectomie ou les autres méthodes qu'on a évoquées. Et ça, c'est très variable d'un pays à l'autre. Et on va probablement revenir sur les raisons qui font qu'on peut connaître ou pas une méthode, opter pour ou pas. Et puis, il y a aussi la manière dont on peut s'investir dans la prévention des grossesses via des méthodes où la responsabilité est partagée ou en s'impliquant dans le suivi des méthodes féminines. Par exemple, en partageant les coûts avec sa partenaire ou en lui rappelant voilà, de prendre sa pilule, alors ça peut être fait pour des bonnes raisons, ça peut être fait pour des mauvaises raisons, mais en tout cas il y a des couples où finalement des partenariats quels qu'ils soient, où finalement c'est une décision qui est discutée, partagée, et où la dimension fardeau de la responsabilité contraceptive, parce que ça peut être vécu comme ça aujourd'hui, est plus partagée que dans d'autres. Donc il y a aussi cette manière de s'impliquer et finalement d'avoir conscience pour les hommes en question que oui, ils peuvent induire des grossesses et que s'ils veulent pas induire des grossesses, peut-être qu'ils se préoccupent de ne pas le faire. Et oui, parce qu'il est quand même impossible de se faire faire un enfant dans le dos, contrairement à l'expression consacrée. Enfin... disons que c'est extrêmement minoritaire, comme le montre le très faible nombre d'actions en justice pour ce genre de choses, etc. Donc c'est pas tellement la question, parce qu'en fait, les avortements aussi, c'est souvent des décisions qui sont concertées. Quand un homme ne veut pas un enfant, c'est quand même rare que la grossesse soit menée à terme quand elle n'était pas souhaitée, etc. Mais dans tous les cas, c'est le côté, en fait, je peux induire une grossesse en ayant une activité sexuelle. Est-ce que j'ai envie que ce soit le cas ? Sinon, je suis censée m'en préoccuper, quoi. Est-ce qu'il y a une véritable demande de contraception masculine ? Parce qu'on se dit que s'il y avait une demande, la loi du marché fait que s'il y a une demande, il y aurait une offre. Alors effectivement, on peut imaginer, dans la mesure où ce sont les mobilisations féministes qui ont permis l'élaboration de la pilule féminine hormonale. Petit rappel, ça j'aimerais bien raconter cette histoire, parce qu'en fait j'étais pas au courant, c'est en lisant votre thèse aussi que je l'ai appris, mais c'est grâce à une activiste féministe, à une millionnaire féministe qui ont financé des travaux sur la pilule féminine qu'elle a pu être créée. C'est ça. Donc en fait c'est une pionnière du planning familial américaine qui s'appelle Margaret Sanger, qui souhaitait développer une méthode qui serait plus efficace que les méthodes qui étaient disponibles à l'époque. Donc on avait le diaphragme, on avait le préservatif, mais avec des échecs qui lui paraissaient à elle insupportables, et donc elle voulait une méthode plus efficace, et donc elle a réussi à mobiliser une bienfaitrice qui s'appelait Catherine McCormick, et donc elle a pu financer des recherches de Gregory Pincus et donc faire élaborer cette pilule. Mais effectivement, c'est une initiative individuelle et privée, et qui a dû être de toute façon, on voit bien que la diffusion de la pilule contraceptive au départ est toujours passée par une autre labellisation. Ça n'a jamais été d'abord vendu comme pilule contraceptive, c'était des trucs de régulation menstruelle, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, c'est d'abord passé par ça. Donc c'est évident que c'était pas du tout des recherches subventionnées par les autorités sanitaires ou par l'État ou quoi que ce soit. C'était même des recherches qui devaient se faire à leur insu. Et donc oui, c'était une initiative privée et militante, et on peut que constater qu'il n'y a pas eu d'équivalent côté masculin, en sachant que pourtant les hommes en général disposent de beaucoup plus de fonds que les femmes à l'échelle de la planète, quoi. Donc s'ils en voulaient une, ils l'auraient probablement déjà. Après, c'est effectivement une question de représentation de normes sociales et de construction de la responsabilité comme une responsabilité féminine. Donc ça, il y a cet aspect-là sur les technologies qui ont été développées. On peut quand même constater que globalement, les hommes se sont moins mobilisés que les femmes. Aussi parce que socialement, une grossesse a beaucoup plus d'impact pour une femme que pour un homme. Ça, et puis même corporellement. Enfin, oui, corporellement, mais également socialement. Donc c'est vrai que les conséquences à long terme ont tendance à beaucoup plus peser sur les femmes. Et ça, c'est aussi parce qu'on est dans une société genrée, patriarcale, etc. Après, on peut, par exemple pour la vasectomie, ce qui est intéressant par rapport à une éventuelle demande masculine, ce qu'on peut constater en France, c'est qu'il y a des collectifs qui se sont créés
où on échange des adresses et où on se mobilise pour avoir accès à la vasectomie. Ce qui montre qu'en fait, finalement, il y a des hommes qui cherchent à pouvoir avoir accès à cette méthode-là et qui ne trouvent pas de médecin en mesure de répondre à leurs demandes ou qui acceptent de répondre à leurs demandes, en sachant que normalement, légalement, ils ont tout à fait le droit, ils n'ont pas à se justifier, hein, ils ont le droit de l'avoir. Donc, on va reparler de la vasectomie après. Mais ça montre une forme de demande, en tout cas. Mais qui n'est pas écrasante, enfin en tout cas qui n'a pas provoqué d'intenses levées de fonds pour des recherches pour la pilule masculine, des hommes dans la rue qui réclament leur pilule masculine, tout ça. Enfin, on n'en est clairement pas là. Dans vos thèses, vous comparez deux situations, la situation au Royaume-Uni et la situation en France. Quelles sont les différences les plus frappantes ? Alors la différence la plus frappante, c'est celle qui m'a amené à mener cette comparaison entre les deux pays, c'est justement le taux d'utilisation de deux méthodes masculines, donc la vasectomie et le préservatif, où on est... donc le préservatif est plus utilisé en Angleterre qu'en France, mais c'est surtout la vasectomie qui est 50 fois plus utilisée là-bas qu'en France. Et donc, c'était de constater que finalement, la féminisation de la responsabilité contraceptive, donc l'idée que c'est une responsabilité qui naturellement incombe aux femmes parce qu'elles tombent enceintes et donc c'est à elles de s'en occuper. Finalement, c'était pas du tout universel comme loi et surtout à peine 2 heures de train, c'était une responsabilité qui était construite de manière très différente avec un taux de féminisation des responsabilités contraceptives qui n'était pas le même, avec des méthodes qui n'étaient pas les mêmes non plus, qui étaient utilisées de manière très différente. Et finalement, la vasectomie fait très largement partie du paysage contraceptif britannique, alors que c'est pas le cas en France. Donc c'était cette différence majeure-là qui m'a intéressée. Puis après, il y a évidemment plein d'autres différences qu'on peut constater quand on cherche à comprendre d'où ça vient, cette différence-là, quoi. Bon, peut-être qu'on va expliquer vraiment ce que c'est la vasectomie. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Alors c'est donc une méthode de stérilisation qui vise à empêcher les spermatozoïdes, qui sont produits donc dans les testicules, de rejoindre le liquide séminal, donc le reste du sperme. Et donc pour ça, on va sectionner une partie de ce qui s'appelle les canaux déférents. Et donc les spermatozoïdes qui resteront produits par les testicules vont être évacués, vont aller ailleurs que dans le liquide séminal et vont être détruits en fait par le corps. Et donc il y aura plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat et donc il y aura plus de fécondation possible. Et là, je résiste pas à vous passer ce petit extrait du dessin animé pour adultes Family Guy. Why should I get my tubes tied? You should get a vasectomy. First of all, I don't know what that is, and second of all, no freaking way. Peter, it's the male equivalent of a woman getting her tubes tied, except it's actually a lot quicker and safer. Let these guys explain. A vasectomy's a medical procedure. Donc la traduction, c'est Loïs, l'épouse de Peter, qui lui dit « mais pourquoi je devrais me faire ligaturer les trompes alors que tu devrais juste faire une vasectomie ?» Et là, lui répond « Ah bah non, d'abord, je sais pas du tout ce que c'est, et ensuite, il n'en est absolument pas question. » Et là, il y a un chœur de chanteurs autrichiens qui déboule pour commencer à chanter un improbable hymne à la vasectomie en disant que la vasectomie, c'est une procédure miracle. Donc je vous conseille d'aller regarder l'extrait de cette chanson sur Internet, c'est très très drôle. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre le nombre d'hommes qui choisissent la vasectomie au Royaume-Uni et le nombre d'hommes qui la choisissent en France ? La conclusion principale de ma thèse par rapport à ça, c'est on choisit ce qu'on nous propose, en gros. Dans la mesure où, en fait, donc moi, je suis allée travailler notamment sur l'offre contraceptive de la part des prescripteurs, parce que dans les deux pays, on est dans un contexte de médicalisation de la contraception, c'est-à-dire que l'interlocuteur principal pour toutes les personnes qui veulent avoir une contraception, dans la majorité des cas, c'est un médecin ou un prescripteur, mais en tout cas, il y a très peu de méthodes qui peuvent être utilisées sans ce face-à-face avec l'institution médicale. Et plus globalement, on considère que ce sont les médecins qui sont à même de conseiller les personnes sur leurs méthodes, etc. Donc moi, je me suis intéressée aux médecins pour ça. Et un constat extrêmement simple, c'est que la vasectomie n'est jamais proposée en France, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la personne, etc., alors qu'elle est systématiquement proposée en Angleterre à des jeunes, à des vieux, à des femmes, à des hommes. Donc à partir de là... À des femmes au sens de... Ah oui, quand les femmes viennent pour consulter pour la contraception, on leur dit mais en fait vous savez votre partenaire pourrait aussi faire une vasectomie. On leur présente toutes les options contraceptives, donc il en manque très peu par rapport à ce qui existe réellement. Il n'y a pas le retrait par exemple, mais sinon donc ils utilisent systématiquement des dépliants avec toutes les options contraceptives et ils vont parler de tout à chaque fois, même si on peut imaginer qu'une adolescente de 16 ans n'est pas forcément concernée par l'option vasectomie, elle va être au courant de son existence grâce à cette information qui est exhaustive et qui est systématique, alors qu'on n'a pas du tout d'équivalent en France et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence de cette méthode, qui
qui ne connaissent pas son innocuité, quelque part, le fait que c'est réalisé en 5 minutes en chirurgie ambulatoire et qu'il n'y a pas de suite grave, etc. Oui, donc, c'est pas une anesthésie générale. Pas du tout. Ça dure, ça fait pas mal. C'est pas. En tout cas, si douleur il y a, elle est prise en charge et elle est très temporaire. Donc c'est pas du tout aussi invasif qu'une ligature des trompes, par exemple. Et parce qu'une ligature des trompes, en revanche, il faut être opéré sous anesthésie générale. Alors, ça dépend de la méthode. Si la méthode est sûre, c'est pareil, c'est en ambulatoire, mais ça a été suspendu récemment, la méthode est sûre. Mais si c'est avec des clips ou ligature des trompes traditionnelle, c'est en anesthésie générale, effectivement, et avec une ouverture un peu de l'abdomen quand même, donc c'est pas anodin. Mais donc, et pourtant, en France, il y a 16 fois plus... c'est 16 fois plus utilisé, la ligature des trompes, que la vasectomie. C'est ça. En France, il y a un vrai blocage par rapport à l'idée même d'une responsabilité portée par les hommes, en tout cas dans le milieu médical, parce qu'il n'y a que là-dessus que moi je peux m'exprimer. Et dans le milieu médical, il y a des freins énormes en termes de représentation par rapport à ces méthodes. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Vous avez parlé à des dizaines de soignants, de praticiens qui prescrivent la contraception. Pourquoi il y a un tel blocage en France face à la contraception masculine ? Alors il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le statut spécifique de la vasectomie, qui est donc une méthode qui doit être considérée comme définitive dans la plupart des cas. Hein. Elle peut être réversible, mais elle ne l'est pas systématiquement. Donc, il vaut mieux partir du principe que c'est irréversible. Le contexte français est un contexte nataliste, dans lequel on a plutôt tendance à encourager les naissances que leur prévention. Et donc, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'encadrement légal des méthodes de stérilisation. Elles n'ont jamais été interdites, contrairement à ce que beaucoup de gens en pensent. Il y a même des médecins qui pensent que c'est interdit. Tout à fait. Il y a des médecins qui pensent encore que c'est interdit, donc ça fait quand même depuis 2001 qu'il y a un cadre légal. Hein, mais en tout cas, même avant, c'était pas interdit. C'était juste qu'il n'y avait pas de cadre légal qui disait dans quelles conditions on pouvait le faire ou pas. Ne serait-ce que ça, par rapport à l'Angleterre, par exemple, où ça a été vraiment encadré dès les années 70 et promu dès les années 70. Donc on a déjà une grosse différence. Et donc en fait, ça ne fait absolument pas partie de la formation des médecins. La formation des médecins, d'une manière générale, sur la contraception, elle est quand même très, très limitée. Un médecin généraliste, il aura eu en moyenne 4 heures de formation sur la contraception. Donc, on ne focalise pas forcément sur l'ensemble des méthodes disponibles. Mais en tout cas, la vasectomie, il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler et surtout qui n'y pensent pas du tout parce qu'ils voient la prescription contraceptive comme une interaction entre une patiente et un médecin et que souvent, en plus, ils ne vont pas penser à proposer le panel exhaustif de toutes les méthodes qui existent. Ils vont avoir tendance à faire un diagnostic telle méthode correspond, voilà ce qu'il vous faut, vous avez tel âge, vous avez 14 ans, il vous faut la pilule, ou 16 ans, il vous faut la pilule. Ouais. Vous avez eu des enfants, donc maintenant on peut vous proposer le stérilet, alors qu'en fait on peut l'avoir dès 14 ans si on veut le stérilet. Et dans ce modèle-là, donc il y a plusieurs recherches qui montrent ça, qu'il y a une norme contraceptive française, on a tendance à faire préservatif, puis pilule, puis stérilet jusqu'à la fin de la vie reproductive. La vasectomie n'a aucune place. Et l'implication des hommes, alors via le préservatif certes, mais en tout début de vie sexuelle et conjugale, mais pas de manière sérieuse et prolongée, quoi. Donc c'est absolument impensé que les hommes puissent participer à cette responsabilité-là. Et puis, donc, comme je disais, il y a une réticence qui est particulière vis-à-vis de la vasectomie. Et plus globalement, il y a une grosse différence entre la France et l'Angleterre, c'est que finalement, les représentations personnelles des praticiens français vont avoir un rôle important dans la manière dont ils vont présenter les méthodes qui existent, dans la manière dont ils vont prescrire. Et donc, par exemple, si on pouvait constater qu'il y avait un certain nombre d'hommes médecins qui trouvaient qui, eux, n'auraient pas choisi la vasectomie, qui, eux, voyaient pas pourquoi ce serait aux hommes de s'en occuper, donc ne le proposaient pas aux personnes qu'ils rencontraient dans le cadre de leur cabinet. Il y avait un certain nombre de femmes médecins qui disaient moi, je trouve qu'on peut pas faire confiance aux hommes en la matière, donc on ne propose pas. Ah, ils sont irresponsables. Voilà, c'est des hommes, c'est des irresponsables. De toute façon, on peut pas faire confiance à quelqu'un. Il vous dit j'ai une vasectomie, mais comment on va pas le croire sur parole quand même. Enfin, donc il y a des représentations de genre qui sont en jeu, que ce soit on touche pas, faut pas toucher aux organes génitaux masculins, ou que ce soit les hommes c'est tous des salauds, c'est des représentations de genre stéréotypées et elles ont une place finalement dans la manière dont on va proposer des méthodes, parce qu'elles ont pour conséquence qu'on propose pas les méthodes masculines. Et ça, c'est très lié au fonctionnement institutionnel du système de santé français. Et est-ce que donc c'est quoi la différence culturelle qui joue ? Parce que quand je vous entends parler de différence culturelle, je pense à cette scène des Monty Python, bon, c'est complètement exagéré, mais où c'est une famille de catholiques qui croulent sous les enfants. Il y a les enfants dans tous les tiroirs, les placards, etc. Et ça donne cette chanson mythique qui s'appelle The Sperm is Sacred. Every sperm is sacred. Every sperm is good. Every sperm is needed in your neighborhood.
Oui, donc voilà, il faut imaginer. Là aussi, je vous encourage à aller la voir. Si vous l'avez pas déjà vue, c'est une scène extraite du film Le sens de la vie des Monty Python, où donc il y a des armées d'enfants comme ça qui chantent que chaque spermatozoïde est sacré et qu'il s'agit de ne surtout pas le gaspiller. Et ils sont tous pauvres et ils meurent de faim, mais voilà, ils répètent cette chanson-là en boucle. Donc, est-ce que c'est une des différences culturelles qui expliquerait cette différence d'attitude face à la contraception masculine ? Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on parle d'une famille catholique. Et effectivement, il y a une grosse différence religieuse entre la France et l'Angleterre. C'est que donc la France est de tradition, on va dire, catholique, et que l'Église catholique s'est toujours opposée à la contraception encore aujourd'hui. Alors qu'en Angleterre, la religion majoritaire, c'est l'anglicanisme, c'est le protestantisme, et l'Église anglicane s'est positionnée en faveur de la contraception dès les années 30 et en faveur de l'avortement dès les années 60. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte, où effectivement ça n'a jamais été incompatible avec la foi ou la religion de se contracepter en Angleterre. Donc ça change un peu la donne, et notamment vis-à-vis des méthodes définitives. Donc il y a cette différence-là. L'autre différence, c'est que l'Angleterre ne peut pas être qualifiée de contexte nataliste. Elle n'a jamais été dans le même... encouragement des naissances que en France. Oui, ça, le contexte nataliste, ça veut dire une politique publique d'encouragement des naissances, Voilà, et donc en fait, au moment de l'apparition du militantisme pour le planning familial, etc., donc plutôt dans les années 30 en Angleterre, nous on avait un peu de retard là-dessus, on a jugé, il n'y a pas eu d'opposition politique massive au niveau du gouvernement, parce qu'on ne cherchait pas à encourager les naissances à tout prix. On cherchait à encourager certaines naissances, notamment dans les classes favorisées, intellectuelles, mais on ne considérait pas que tout enfant était bienvenu. Donc il y avait plutôt une influence de l'eugénisme. Ah oui, considérait que les enfants des classes populaires... peut-être il y en avait déjà beaucoup trop. Ah oui, voilà. Avec une vision très différente, notamment de la reproduction du peuple britannique, quoi. Donc il fallait que les futurs enfants soient issus des meilleures classes sociales. Donc il n'y avait pas du tout cet aspect-là, il y avait plutôt l'aspect, on va diffuser effectivement la contraception auprès des classes populaires. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte à la base, et c'est ce qui fait aussi que la vasectomie n'a jamais été jugée aussi problématique, parce que on cherchait, l'idée qu'un individu puisse choisir de ne plus ou de ne pas se reproduire n'était pas du tout aussi grave politiquement qu'en France dans les années 50-60. D'ailleurs, elle est encore grave aujourd'hui comme idée en France, alors que c'est légal, etc. Et donc, c'est légal donc depuis 2001. Enfin, il y a un cadre légal depuis 2001. Et moi, j'étais étonnée d'apprendre qu'il faut quand même un délai de réflexion. Il faut signer une décharge, c'est ça, écrite, voilà. et dire et respecter un délai de réflexion de 4 mois. Alors, il ne faut pas signer de décharge. Il y a des médecins qui le demandent, mais c'est absolument hors protocole. Mais en tout cas, il y a un délai de 4 mois entre la première consultation et la réalisation de cet acte chirurgical. C'est aussi, ça découle du même contexte nataliste, où finalement c'est très difficile pour le système médical français et même pour le système politique, puisque c'est une loi qui a été votée en tant que telle par le Parlement, etc., d'imaginer qu'un individu puisse choisir librement de ne plus ou de ne pas vouloir se reproduire, et donc c'est tellement grave que c'est le plus long délai de réflexion imposé par la loi française. Donc pour la chirurgie esthétique, c'est 15 jours, mais pour ça, il faut bien 4 mois pour être sûr quand même qu'on est vraiment sûr de ne plus vouloir faire d'enfant. Et c'est la même chose pour la ligature des trompes ? Oui. Pour le coup, là, il n'y a pas de différence, c'est 4 mois. Mais c'est aussi, c'est typiquement français. Par exemple, jusqu'à récemment, il y avait un délai de réflexion pour l'avortement aussi, qui n'a jamais existé en Angleterre. C'est vraiment l'idée aussi, c'est la dimension paternaliste du système médical français, de dire, est-ce que vous êtes sûr que vous prenez la bonne décision pour vous-même ? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à vous protéger de vous-même en vous mettant finalement des barrières dans l'accès aux méthodes que vous souhaitez utiliser, que ce soit l'avortement ou que ce soit des méthodes de stérilisation. Et il n'y a pas du tout cette dimension-là en Angleterre, où finalement on respecte beaucoup plus l'idée que ce soit la volonté d'un individu, et donc une vasectomie, on peut prendre rendez-vous le matin même pour l'obtenir, quoi. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la pilule pour hommes ? Ça, on est où, cette histoire, concrètement ? Parce que j'ai l'impression que tous les ans, on revoit passer des articles sur la pilule pour hommes, ça y est, c'est pour bientôt, et tout ça. Mais en fait, voilà, ça, on est où, ces recherches sur la pilule pour hommes ? C'est effectivement une annonce qu'on fait très régulièrement, de dire que c'est pour dans 5 ans, c'est pour dans 10 ans... Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y avait les travaux de Nelly Uchorn qui étaient très intéressants là-dessus, qui avaient montré la manière dont s'organisait finalement la recherche dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, et sur le fait que la contraception hormonale masculine n'avait jamais bénéficié du même taux de financement. Je crois que les financements qui sont dédiés à cette question représentent 6% de l'ensemble des financements qui sont consacrés à la contraception
dans le domaine pharmaceutique, donc c'est très peu. Et que finalement, il y avait aussi des normes différentes qui avaient tendance à couper court à beaucoup de projets. Par exemple, il y avait une attention toute particulière qui était prêtée à l'impact sur la libido masculine de ces contraceptions hormonales. Et dès qu'on constatait un impact, quel qu'il soit, sur la libido, on laissait tomber le projet. Alors que sur la contraception féminine, on a commencé à se dire oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe que dans les années 2000, alors que ça faisait des années et des années que... énormément de femmes disaient que la pilule féminine avait un gros impact sur négatif sur leur libido. Négatif, voilà. Et donc, c'est pas du tout aussi problématique, finalement, pour des chercheurs et pour des médecins d'avoir une baisse de la libido chez les femmes, alors que apparemment, c'était très problématique dans les recherches sur les hommes. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une conception différente de ce que doit faire une contraception, de ce que doit permettre une contraception, parce que le but, c'est quand même de pouvoir avoir une sexualité, pour le coup. Donc, il n'y a pas il n'y a rien de concret, là. Il n'y a pas de nouvelles concrètes qui montreraient que... Pas en matière de contraception hormonale qui serait prise sous forme de comprimé. Non. J'aimerais qu'on dise aussi un mot des autres méthodes qui existent. Donc, j'ai promis qu'on parlerait du RCT et des injections et aussi du Vasalgel. Mm-hmm. Alors d'abord un mot de ce RCT, donc le remont-de-couille toulousain ou le slip chauffant. Comment ça fonctionne ? Alors l'idée, ça fonctionne sur le principe de la température nécessaire pour la spermatogénèse, donc pour la fabrication des spermatozoïdes. Les testicules sont naturellement à une température inférieure à l'ensemble du corps parce qu'elles sont plus basses et donc elles sont autour de 35 degrés. Et si on augmente la température de testicules, on arrête la production de spermatozoïdes. Donc, ne serait-ce qu'en la montant à 37 degrés, 37 degrés et demi, ce qui est la température du corps, eh bien, on arrête la spermatogénèse. Et donc, c'est ça le principe du remont-de-couille toulousain, c'est de positionner les testicules suffisamment proches du corps pour que leur température soit plus élevée et donc qu'on arrête la spermatogénèse. Et donc, c'est un dispositif finalement de tissu pour plaquer les testicules plus proche du corps. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des collectifs d'hommes qui organisaient des ateliers couture pour apprendre à en fabriquer soi-même. Donc, je cite le collectif Thomas Boulou, qui vient de Thomas Boulou en breton, qui signifie remont de couille, qui propose ce genre d'atelier. Et j'ai aussi vu le Gemaya. Alors, ça, c'est une marque qui propose un slip contraceptant avec une chaufferette, donc pour être sûr que la spermatogénèse s'arrête. Mais bon, ça demande 15 heures, de les porter 15 heures par jour pendant plusieurs mois, c'est ça, pour que ce soit efficace? Pas pendant plusieurs mois, tout le temps en fait. C'est que... Ah oui, pardon, ça prend plusieurs mois avant que ce soit efficace, parce que la spermatogénèse dure un mois et demi, 2 mois. C'est ça, alors, 3 mois. Pour être sûr qu'il n'y a plus de risque, c'est effectivement 3 mois. Après, c'est comme toutes les méthodes de contraception, il y a des avantages, des inconvénients. Et je crois que la plupart des hommes qui se dirigent vers cette méthode-là, c'est notamment l'indépendance justement avec les médecins. Il n'y a pas besoin de voir un médecin pour ça. On ne finance pas du tout quoi que ce soit de l'industrie pharmaceutique. Enfin, c'est quelque chose qui est très indépendant, autonome, etc. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on peut la choisir. Donc, c'est le rapport avantage-coût, c'est à un niveau individuel que ça se décide. Et le Vasalgel ? Alors, le Vasalgel, c'est une méthode qui est en cours d'essai clinique aux États-Unis, mais qui avait été à la base conçue en Inde, qui s'appelait à l'époque le Rizug, donc il y a un peu des histoires de brevets là-dessous. Mais en tout cas, l'idée, c'est une contraception de moyen court, de moyen terme, comme un peu l'équivalent du dispositif intra-utérin pour les femmes, où finalement on viendrait injecter un liquide qui tapisserait les canaux déférents, toujours les mêmes, donc les canaux qui font le lien entre les testicules et l'urètre. Et donc ce plastique, c'est une forme de plastique, transformerait les spermatozoïdes au moment où ils passent dans ces canaux-là et les rendrait incapables de féconder un ovule. Et puis donc ce dispositif il pourrait être mis en place pour 10 ans et dès qu'on veut le retirer, il suffirait d'injecter un produit qui reliquidifie finalement ce plastique et qui est après évacué dans les urines. Donc c'est assez prometteur dans la mesure où c'est quelque chose qui réduit beaucoup les erreurs individuelles possibles. On ne peut pas l'oublier. Une fois que c'est en place. On peut le retirer quand on veut de manière assez facile, etc. Donc c'est vrai que si c'est mis sur le marché, je pense que ça pourrait correspondre à beaucoup d'attentes. Et un dernier mot pour les injections ? Ah oui, alors les injections, pour le coup, c'est une méthode hormonale qui malheureusement, ou pas, ça dépend ce qu'on aime, mais bon, en tout cas, c'est pas sous forme de comprimé parce que c'est à base de testostérone et que la testostérone est métabolisée différemment par le foie. En tout cas, on peut pas juste l'avaler en comprimé. Donc, il s'agit d'injections qui, je crois que le protocole qui a été élaboré par le docteur Soufir, c'est hebdomadaire.
donc une injection hebdomadaire qui permet là aussi, dans un délai de 3 mois, de stopper la spermatogénèse et donc d'avoir des rapports sans autre forme de contraception qui ne soit pas fécondant. Mais ça, c'est quand même... Enfin, voilà, cette méthode-là, c'est très, très peu répandu. Il y a très peu d'hommes qui l'utilisent, je crois. Extrêmement peu, mais notamment parce que ce n'est jamais proposé. En fait, une injection, c'est pas non plus très sorcier. Les produits qui sont utilisés ont déjà une autorisation de mise sur le marché pour d'autres indications, mais en tout cas, ce sont des produits qui existent et qui sont disponibles. Donc, on pourrait imaginer que n'importe quel médecin pourrait proposer à tous ses patients, si vous voulez, on peut partir là-dessus, mais c'est pas du tout le cas. C'est extrêmement confidentiel, c'est surtout ça. Ouais, il y a 2 médecins hospitaliers qui la prescrivent en France. Enfin, il y a aussi, c'est peut-être un peu provocateur, mais peut-être qu'une des solutions contraceptives à envisager, c'est simplement aussi de changer nos scripts sexuels. C'est quand même... c'est peut-être que c'est l'une des clés pour une meilleure contraception. Parce que malgré toutes les évolutions possibles et imaginables, en fait, la pénétration, le coït vaginal, ça reste quand même au centre de la sexualité hétérosexuelle. Or, c'est la seule pratique qui est fécondante. C'est quand même étrange quand on veut ne pas avoir d'enfant. En tout cas, c'est vrai que c'est une option parmi tant d'autres et que qu'on peut imaginer des sexualités qui seraient centrées sur d'autres pratiques sexuelles et qui, du coup, mais c'est déjà le cas en fait. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui choisissent de ne pas utiliser de contraception en évitant simplement d'avoir une éjaculation masculine dans un vagin et du coup, ils n'ont pas besoin de passer par des méthodes chimiques, hormonales ou autres, ou par des méthodes mécaniques parce qu'ils ont des scripts sexuels un peu différents. Mais bon, ça demande un énorme changement aussi de culture, de mentalité, etc. Oui, ou en tout cas, ou plus d'exploration individuelle, moins de tabous autour de la sexualité. Donc effectivement, c'est tout un travail à faire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les responsabilités soient mieux partagées à un niveau individuel, mais surtout à un niveau politique? Alors moi, je suis convaincue en tant que sociologue que c'est une question de socialisation. Donc la première mesure finalement à prendre qui coûterait pas très cher et qui changerait beaucoup de choses, c'est simplement d'imposer qu'on propose systématiquement toutes les méthodes, et pas que les masculines, aussi toutes les féminines, et qu'on arrête de mettre des barrières à l'accès à la méthode préférée, que ce soit un choix individuel reconnu et respecté par les médecins. Donc ça serait déjà une première mesure, mais après il y a aussi toutes les autres instances de socialisation à la responsabilité contraceptive, que les cours d'éducation à la sexualité ait effectivement lieu, parce que pour l'instant l'obligation légale n'est pas forcément respectée dans les écoles. 3 heures par... C'est 3 sessions par an pour tous les niveaux, et c'est pas du tout le cas actuellement. Et c'est vrai qu'il faudrait que cette éducation-là ait lieu et qu'elle soit mixte et qu'elle interroge justement ces stéréotypes de genre sur la responsabilité, etc. Et je pense qu'en une génération, ça pourrait changer énormément déjà. À propos de changement de génération et de changement de mentalité, vous avez soutenu votre thèse il y a 5 ans, c'est ça ? Alors, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière, mais j'ai commencé ma thèse, du coup, il y a 6 ans. À propos de changement de mentalité et de culture, quel changement vous avez constaté, vous, dans les réactions par rapport à votre thèse entre le moment où vous l'avez commencée et le moment où vous l'avez soutenue ? Alors, c'est vrai que j'ai commencé ma thèse en 2011, et c'était assez intéressant de constater à quel point, entre 2011 et 2017, les réactions étaient extrêmement différentes. Au tout début, qu'il s'agisse des conversations privées que je pouvais avoir dans mon entourage, ou même de suivre un petit peu ce qui se disait sur Internet, les commentaires des internautes sous les articles sur la question, etc. Il y avait énormément de scepticisme sur le fait que ça puisse marcher, dans le sens l'intérêt que pourraient avoir des hommes pour la pilule masculine et l'intérêt que pourraient avoir des femmes pour une prise en charge masculine de la contraception. Donc les gens globalement n'y avaient jamais pensé. Les femmes disaient je pourrais pas faire confiance, les hommes disaient je veux pas prendre des trucs chimiques. Il y avait beaucoup de freins, hein. Et moi je me disais à l'époque il y a quand même très très peu de chances pour que ça se produise dans la prochaine décennie, quoi. Et à la fin de ma thèse, je trouvais que, donc en 2017, je trouvais que les gens étaient d'une manière générale beaucoup plus ouverts à l'éventualité, voire y avaient déjà pensé, voire trouvaient ça scandaleux que ce soit pas encore le cas. Et je trouve qu'en l'espace de 5-6 ans, c'est quand même une évolution assez rapide des débats et même si, on parle, c'est mon milieu social, c'est pas forcément toute la France, hein, mais en tout cas, j'ai constaté un vrai changement, plus d'ouverture et plus d'interrogation sur cette question-là qu'en 2011. Pour terminer, Cécile Ventola, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander ? Alors, j'ai envie de recommander une saga de bande dessinée qui s'appelle Y, le dernier homme,
que j'ai trouvé passionnante à lire. Et donc, le pitch, le scénario, c'est qu'un jour, en l'espace de quelques heures, dans toutes les espèces, tous les membres masculins disparaissent. Enfin, meurent, en fait. Ils disparaissent pas, ils meurent tous. Donc, tous les hommes, tous les mammifères masculins, tous les insectes masculins disparaissent de la surface de la planète. Et donc, la saga essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, à l'exception, d'un homme et de son singe, qui est aussi... il a un singe qui est aussi un mammifère masculin. Donc, cet homme ne meurt pas, et il est le seul. Et donc, la saga vise à comprendre pourquoi il s'est passé ça, et surtout montre comment une société peut continuer à fonctionner quand la moitié disparaît du jour au lendemain, et surtout la moitié qui détenait la plupart des pouvoirs et la plupart des connaissances techniques, etc. Donc, par exemple, les Australiennes deviennent les maîtresses des océans parce que seule l'armée australienne a de longue date accueilli des femmes dans la marine militaire. Donc du coup, elles sont pas tellement désemparées par ce changement, alors que dans le reste du monde, si. Et donc il y a à la fois l'aspect social très intéressant de voir comment les femmes se débrouillent sans hommes et qu'est-ce que ça. Et ça montre finalement les différences de traitement qui avaient lieu avant. Et puis bon, il y a toute l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Et c'est très intéressant. Super. Merci beaucoup. Pas de problème, avec plaisir. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Vous pouvez retrouver toutes les références, les études et les statistiques qu'on a évoquées dans cet épisode sur le site internet binge.audio. Les 19 autres épisodes de ce programme sont toujours disponibles sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes vos applis de podcast. Il y a un dernier truc dont il faut que je vous parle, c'est le dernier épisode de la saison. Avant les grandes vacances d'été, j'ai envie de faire une émission spéciale où pour une fois je n'aurai pas d'invité, mais je répondrai à vos questions. Genre, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre cousin qui se pique d'être un pick-up artiste ? Que dire à votre beau-frère qui trouve que quand même c'est pas facile d'être un mec aujourd'hui ? Ou comment se dépatouiller, comment dépasser les contradictions auxquelles vous avez été confrontés cette année dans votre identité, dans votre couple, dans votre manière d'élever vos enfants, dans votre sexualité. Enfin, tous vos doutes sur la virilité, les masculinités, la place des hommes dans la société et vous là-dedans, racontez-moi. Plus c'est intime et politique, plus ça m'intéresse. Donc envoyez-moi vos lettres, vos questions, vos histoires et vos interrogations avant le 25 juin 2018 par écrit ou encore mieux par message vocal, donc en vous enregistrant avec votre portable, à l'adresse suivante, lescouilles-sur-la-table@gmail.com. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Merci. Et voilà. Binge.